Alors, un garçon très poli, hein, parce que moi, je ne connais pas Boketcho en tant que politicien, je préfère parler Boketcho que je connais, musicien, un garçon très poli, mais alors très poli. Ce qu'il fait devant la caméra, je vois pas ça. Moi, je vois un garçon qui chaque fois beaucoup la carte, c'est vraiment d'une politesse assez remarquable. Alors, j'ai vu un jeune très mince, hein, aujourd'hui, il est gros, hein, bon, mais c'était très mince. Ouais, il est venu avec Mondio, qui était avec lui, et puis un autre qu'il appelait Papa Leki, qui était je crois que son nom. Alors, j'ai dit, écoutez, passez au bureau demain. Ils sont passés au bureau, on a signé le contrat. Alors, c'était tous les samedis que je faisais jouer Boketcho. Tous les samedis, pendant 3 mois. Je dis bien tous les samedis. Alors après, quand j'ai fait venir Zouk Machine, j'ai dit, je vais te mettre, tu vas jouer avec Zouk Machine. Et c'est là que Boketcho a joué avec Zouk Machine, là, il a le plaisir de venir. Donc c'est là où il a pu, mais il a fait quelque chose de formidable. Et c'était l'époque où son Sundama avait un très grand Kotika mesa mami teka losom wite di mate ngana yoki bako ganga na benga jina kei wapise je sopike iye ya munama na lalate tobino epo pae. Au tribunal contre le préfet de Paris. Parce que nous estimions que le concert de mon frère JB allait créer des morts. Donc, KMB, je t'ai dit que ça allait créer des morts entre Congolais. Et les gens me disent, mais comment, c'est quand même tes petits à toi, c'est toi. Oui, moi j'estime, de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de JB. Les gens étaient de mauvaise foi. Je dis bien de mauvaise foi. Et ils étaient prêts à tout. Juste pour, comme ils ont fait, hein, comme ils ont brûlé vous avez vu, ils ont brûlé la gare de Lyon. Ils étaient capables même de la battre de loin. Tout simplement parce qu'effectivement, c'était pas une période où JB devait venir jouer. Nous étions tous un peu sous la colère de ce qui s'est passé comme injustice, notamment au niveau des élections. Mais d'un côté, je ne pouvais pas permettre que les Congolais, entre eux, puissent arriver à couler encore le sang alors que nous pleurons déjà le sang qui coule dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, le thème de notre émission est sous forme d'une question. Quelle politique culturelle pour la République démocratique du Congo? Donc, pour discuter de cette thématique, j'ai un invité qui n'est pas le moindre, qui est vraiment connu dans le domaine de la culture. Il s'agit de M. Jean-Louis Tchimbalanga. Jean-Louis Tchimbalanga, c'est un Congolais vivant en Europe. Et cette émission ne pourrait être possible qu'avec la rédaction et la collaboration de votre serviteur Don Kayembe, ensemble avec M. Joël H. Lévy-Cohen, qui est du Canada. La République démocratique du Congo, sise au cœur du continent africain, est un pays pluriel au sens propre comme au sens figuré, en raison de la diversité qui les caractérise sur tout le plan. Cette diversité touche son immense géographie, évidemment empreinte de diversité des reliefs et des paysages, de variété de ses ressources faunistiques, floristiques et halieutiques.
Aussi, cette diversité touche-t-elle l'infinité de ses traditions coutumières et folkloriques. Ce qui nous amène, bien entendu, à évoquer les richesses culturelles qui fondent cet immense pays au centre de l'Afrique et constituent aussi son originalité, son authenticité. Dans le contexte de la mise en place d'un nouveau gouvernement de la République dit gouvernement de guerriers, décidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi pour les intimes, lequel se doit de répondre à toutes les demandes sociales lui présentées, la voix de la démocratie congolaise a choisi exceptionnellement le thème de la culture. En effet, la culture en tant que battement du cœur d'un pays définit l'identité d'une nation. Or, il se fait que cette culture doit normalement être valorisée par le gouvernement pour mieux promouvoir la nation, mettre au devant de la scène internationale la République démocratique du Congo est en réalité le parent pauvre du budget national. Elle représente quasiment moins d'1%. Pour parler des enjeux fondamentaux de la culture en République démocratique du Congo, nous avons daigné inviter M. Jean-Louis Tshimbalanga. Auteur-écrivain, Jean-Louis Tshimbalanga est aussi président en exercice de la Convergence pour l'émergence du Congo, un think tank qui a pris son envol et recruté au sein de la diaspora et qui aujourd'hui a pignon sur rue au pays. Pour dire que le recrutement des adhérents pour alimenter en réflexion ce club s'est opéré sur place. C'est une réalité indéniable. Jean-Louis Tshimbalanga a une réputation avérée dans le monde de la culture en République démocratique du Congo. Il est surtout connu dans sa vie quotidienne pour être un grand mécène des activités culturelles. D'ailleurs, le public n'a vraiment jamais oublié qu'il fut l'un des plus grands promoteurs des ensembles musicaux du pays, dont le célèbre Wenge Musica, Les Anges Adorables de Jibem Piana, Werason, Blaise Boula, Alain Makaba, Adolphe Dominguez, Didier Massela et j'en passe les meilleurs. Voilà succinctement le portrait de notre invité du jour. Cela est d'autant plus vrai que parler de lui en long et en large pourrait nous prendre le temps d'un voyage à l'aise simple sur la planète Mars. Cela signifie en langage clair, il s'agit d'un sujet interminable. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, soyez les bienvenus. Nous vous rappelons que notre thème du jour est, sous forme d'une question, quelle politique culturelle pour la République démocratique du Congo? Bonsoir, monsieur Jean-Louis Tshimbalanga. Alors, avant de commencer, je voudrais vous proposer quelque chose et vous allez faire un petit commentaire là-dessus. Elle s'appelle la même petite Marie-Neige Beloko Chuma.
bien. Monsieur Jean-Louis, je ne sais pas si vous avez bien suivi la chanson. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Bien sûr, je vais d'abord, avant toute chose, vous remercier, donc à Aimé, pour cette gentillesse que vous avez bien voulu m'inviter à votre micro pour pouvoir partager ensemble sur la culture. Bien sûr, ça me rappelle, c'était lorsqu'ils sont partis en Europe, en fait, en 91, si je me rappelle bien. Et c'était une façon peut-être pour eux aussi de pouvoir remercier un peu ce que j'ai pu leur apporter comme soutien pour leur promotion pendant qu'ils étaient encore, avant qu'ils puissent partir en Europe. Et je me rappelle. Okay. Et c'est lui qui a, l'animateur, c'était Nkokota Robert. Exactement. Alors là, on vous dit Omemi Makambo. De quel Makambo s'agit-il? Au fond, il faut dire au départ, ce cri-là, c'est Bokecho. Parce que j'étais aussi le promoteur de Bokecho, c'est qu'on le dit jamais. Souvent, bon, j'étais beaucoup plus, j'étais avec Bokecho, mais je faisais beaucoup plus la promotion aussi des Wenge. Mais Bokecho était un jeune quand il s'est lancé. En fait, je peux vous parler assez rapidement comment ça s'est passé. Okay. C'est qu'en fait, dans mon bureau, j'avais signé avec le CDCD de Kitambo. Lorsque je comptais faire venir les autres machines à Kinshasa, je comptais faire d'abord la promotion de CDCD comment il s'appelait? CDCD de Kitambo. Et c'était l'époque où je faisais la promotion de la bière, Primus. Donc, je les aidais à arriver à faire connaître, enfin, à faire connaître, mais faire apprécier la Primus. En ce moment, il y avait une bagarre entre la Primus et la Skol. Et c'était l'époque où il y avait le prototype de Tonton Skol. Donc, et tout le monde sait exactement ce que Tonton Skol a pu faire avec monsieur Diboukou, qui était le directeur de marketing de la Skol à l'époque, Bracongo. Et avec mon jeune frère, Loder Production, d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de choses, notamment les 16 ans de Zaïko. Alors, j'ai réfléchi autrement. Comme j'avais avec moi les jeunes Wenge, j'ai d'abord commencé à faire venir Tchalamouana. Donc, je faisais venir Tchalamouana, et puis dans le monde du sport aussi, en fait, le loisir que je peux dire avec les catchs, ainsi de suite. Mais comme j'étais beaucoup plus attaché à Wenge, mais il y a beaucoup plus de groupes aussi que j'ai à cette époque-là. Il y avait la jeunesse, c'était presque en cours, carrément dans toutes les communes. Il y avait Traction Babylone de Kitambo, il y avait, s'il vous plaît, Lemba de Lemba, il y avait Station Japan de Mutamutu. Il est mort dernièrement, d'ailleurs, le chef d'orchestre, un très grand danseur. J'avais des jeunes comme Eden Musica de Lingola, ainsi de suite partout. Donc, je faisais tous les samedis, je faisais des productions en plein air, je changeais de commune en commune pour arriver à faire connaître d'abord la Primus, la nouvelle formule des Primus, et les faire apprécier d'abord au sein de la jeunesse, et de la femme aussi en particulier. Alors, j'avais d'abord commencé avec Maraï, lorsqu'il était en train de lancer sa danse qu'on appelait Ndouekene. Alors après, Maraï devait repartir en Suisse. Et du coup, j'ai fait venir dans mon bureau les jeunes donc de ceux de Kitambo. Et j'ai signé le contrat avec. Et comme j'habitais Barumbu à cette époque-là, la jeunesse de Barumbu a dit « Ah non, président, on ne veut pas de ceux de Kitambo, on veut que vous puissiez prendre Bokecho. » Ils sont venus avec Bokecho chez moi. Et c'est comme ça, bon, comme la mère de mes enfants était mongo aussi, peut-être que ça fait quelque chose, donc Bokecho mongo, je pense. Donc j'ai été un peu, on peut dire que l'affinité a joué quand même. Alors, mais l'affinité n'avait pas joué pour rien. C'est un garçon. Mais monsieur Jean-Louis, vous parlez de Bokecho, quelqu'un que vous avez sponsorisé ou bien promu.
Aujourd'hui, qu'il s'est fait beaucoup plus politicien qu'artiste, qu'est-ce que vous ressentez? Oh, je pense que, mettons à part les sentiments, c'est un garçon qui, il serait aux États-Unis, on lui donnerait quand même un award. Parce que venir de rien, arriver à s'exprimer quand même en politique, peu importe la manière avec laquelle il s'exprime, hein, chacun essaie de, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure sur la culture, c'est un garçon que j'admire. J'admire franchement, peu importe sa politique, chacun essaie d'y apporter un peu du sentimentalisme, mais c'est un garçon qui s'est forgé une connaissance quand même en politique de notre pays. Exact. Bon, ça, je dis franchement, je le félicite. Maintenant, est-ce que c'est un politicien, ça c'est autre chose. Donc, entre parler politique et être politicien, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc là, je le connais en tant que un très bon musicien, qui a pu donner de la valeur. Revenir dans sa carrière musicale où il ferait mieux que faire ce qu'il fait là en politique. Est-ce qu'il gagne vraiment quelque chose dans tout ça? Mais je pense en lui-même, il a la musique en lui. C'est quelqu'un qui est un musicien, c'est un artiste. Donc je ne peux pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec tout ce que le Congo a vécu comme situation, chaque personne, peu importe ce qu'il est, congolais, il s'est intéressé à la politique. Lui, il a peut-être bénéficié de l'aura qu'il avait, notamment d'être une vedette, de pouvoir aussi porter sa voix, quoi, pour parler un peu de son pays. Donc j'estime que chacun parlait de son pays avec ce qu'il avait comme connaissance. Ça, c'est encore un autre aspect. Ok, alors on continue sur ce que vous parliez là. Alors, je disais donc, c'était avec celui de Kitambo. Alors, quand Mara est parti, je l'ai continué. Et les enfants de Barumbu où j'habitais ont dit non présent, nous on ne veut pas se déceler de Kitambo, il faut prendre Bokecho. Bokecho habitait la zone de Kinshasa, donc pas non loin de Barumbu. On l'a amené chez moi à la maison. J'ai discuté avec alors, un garçon très poli, hein, parce que moi, je ne connais pas Bokecho en tant que politicien, je préfère parler Bokecho que je connais, musicien, un garçon très poli. Mais alors, très poli. Ce qu'il fait devant la caméra, moi, je vois pas ça. Moi, je vois un garçon qui chaque fois beaucoup la carte, c'est vraiment d'une politesse assez remarquable. Alors, j'ai vu un jeune très mince, hein, aujourd'hui, il est gros, hein, bon, mais c'était très mince. Ouais, il est venu avec Mondio, qui était avec lui, et puis un autre qu'il appelait Papa Leki, qui était je crois que son nom. Alors, j'ai dit, écoutez, passez au bureau demain. Ils sont passés au bureau, on a signé le contrat. Alors, c'était tous les samedis que je faisais jouer Bokecho. Tous les samedis, pendant 3 mois. Je dis bien tous les samedis. Alors après, quand j'ai fait venir Zouk Machine, j'ai dit, je vais te mettre, tu vas jouer avec Zouk Machine. Et c'est là que Bokecho a joué avec Zouk Machine, là, et a eu le plaisir de venir. Donc c'est là où il a pu, mais il a fait quelque chose de formidable. Et c'était l'époque où son Sundama avait un très grand succès. Alors, pour revenir à ce qu'on était en train de parler de Tchimbalanga Luki Makambu, c'est lorsque Pelé Mongo l'a fait venir en Europe. De son retour à l'Europe, je dis, tu ne donnes personne le concert, le premier concert, tu me le donnes à moi. Et il dit, Ponayo Bokulaka Nandimi. Donc, je ne l'ai pas permis de jouer nulle part. Alors, j'avais déjà des soucis avec ceux de Kitambo, qui, en fait, j'avais déjà signé le contrat, mais qui, à la dernière minute, c'est pas eux que j'ai pris. Bon, voilà, j'ai commencé maintenant à faire jouer les autres. C'était pas, je reconnais que c'était pas correct. Mais voilà, les sentiments m'ont pris du côté, c'est l'oncle de mes enfants, donc un peu, c'est là, donc voilà. J'ai joué l'affinité. Alors, quand il est arrivé, j'ai appelé, donc Camille, je pense, je sais plus, je me rappelle plus de son nom.
Il est venu dans mon bureau avec le Français, là, Florian, qui dansait aussi avec eux, un jeune Français qui était avec eux. J'ai dit, écoutez, moi je vais essayer de faire un mea culpa. J'ai envie de vous faire jouer, mais en compétition. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, il y a la danse des Suédois Kitambo, c'était au top. Ils avaient leur danse, et comment ça s'appelait encore? Issa Nkele, Matalikolo, Issa Nkele. Alors c'est avec l'orgue, là, c'était formidable. Et il faut dire aussi que Suédois de Kitambo avaient presque pris une certaine classe de la population, de la couche, hein, on va appeler ça comme ça, la couche UP de Kinshasa, donc ma campagne, Gombe, ville, tout ça, donc comme Kinshasa, ils étaient beaucoup plus accrochés à ceux de Kitambo. Moi, comme je suis au milieu, donc moi je suis quelqu'un aussi avec le bas et le haut, donc moi je suis au milieu. Donc je me suis dit, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Comme surtout, les Suédois de Kitambo disaient que c'est nous les Suédois, ce n'est pas Bokecho. La compétition était lancée. Donc maintenant, il fallait la mettre en marche pour essayer d'attirer le monde. Et ce jour-là, ils ont accepté. Bokecho, pas de problème. C'est un garçon qui n'a vraiment pas de problème du côté de Tigui. Toujours prêt. Et les autres, donc Camille, je crois qu'ils sont venus, ils ont signé le contrat. Et pour susciter l'émulation, j'ai fait une espèce de publicité provocante. Alors, il y avait le Suédois avec Don Camilo, je pense, je me rappelle plus exactement de son nom, qui lui disait, Tambola, soko lingo somba mayebo, Tambola nazando, nyo seza mayeboté. Alors, maintenant, bon, celui qui venait, il venait dire, baloba, pamba, ilo pépé, ilo pépé, ilo. Alors là, je te dis, la publicité a fait un tabac, je ne sais pas comment le dire. Alors, ce concert, je savais que j'allais avoir tellement un grand monde, moi qui était habitué à faire jouer souvent, comment on appelle, l'esplanade, on appelle ça l'esplanade de l'hôtel intercontinental. Je me suis dit non, j'aurais pas de place. Alors j'ai joué à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc KMB, il n'y avait pas de place. C'était des mouches autour du membre. Donc même moi-même, en fait, je m'attendais, je me disais, bah, allez, je vais peut-être faire 5-6 000 personnes. Non. J'avais pas de place. Et c'est là où Bokecho a impressionné ce monde. Bokecho est venu tout en blanc. Il me disait toujours, Bokulaka, Okomona Mokoloana, ça avec son accent, oui. Il est venu, il a acheté des gants. Il a acheté des gants, je ne sais pas ce qu'il avait acheté, mais il s'est habillé tout en blanc. Même quand je parle maintenant, j'ai l'impression que c'était hier. Le son du tam-tam, c'était magique et ensorcelant. Je dis rien que le son du tam-tam. J'ai jamais entendu un son pareil. Un son qui venait, on dirait, chez les Incas. Qu'il n'y avait que les Incas. Mais je te jure, donc ça fait rire. Mais je te dis les choses et ça vous mettait en transe. Alors là, Bokecho est en train, c'était fantastique. Mais un garçon respectueux de son timing. J'ai dit 1 heure, pas plus. Et il a fait 1 heure, il est parti. Après, maintenant, c'est le Bokecho qui est le premier à avoir commencé à dire Nanya Luki Makambo, Chimbalango Luki Makambo, Nanya Luki. C'est Bokecho en fait qui a commencé. Alors, il pas dit Ilo Pepe, Ilo, Nasombinini, Natekinini. Ça, c'est lui qui a commencé ça. Alors après, j'avais fait ceux des Akitambo, plus ceux des Bokecho, Wenge arbitre.
Dis-moi, Wenge arbitre, Wenge était au summum. Wenge était au summum parce que je n'ai raté pas faire de la promotion de Wenge, que même Papa Wemba, une fois qu'il est venu dans mon bureau, il dit, mais yo, quand ça, la promotion va péter, bah, famille, tu vois, des trucs comme ça. Alors, avec Kofi aussi, il m'a dit, oui, mais toi, tu es toujours avec les autres. Non, j'ai fait avec tout le monde, hein. Il est vrai que j'avais une émission qui passait à la télévision, presque toutes les 2 semaines. Ça s'appelait Show Game. Ah non, ça s'appelait, Full Contact. Mais on m'a même dit que Kofi me dit non, mais il y a full contact, on va comme full Wenge. Donc, Wenge na Wenge. Tu vois? C'est vrai que dans une des conférences que je fais au centre Wallonie-Bruxelles avec Manda Tchebois, nous parlions sur Wenge. Et déjà à cette époque-là, je disais, on m'avait posé tellement des questions par des journalistes, si j'avais pas peur que voilà ces jeunes qui partent en Europe puissent arriver à se séparer. J'ai dit une seule chose. La séparation peut arriver aussi à amener la diversité. Et qu'on ne puisse pas avoir peur d'une séparation, mais j'ai considéré ces jeunes comme des Beatles. Donc, s'ils arrivaient même à se séparer, chacun là où il ira, il apportera un morceau de succès. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Quand tu écoutes Werrason, c'est formidable. Quand tu écoutes JB Perrin, c'est formidable. Quand tu écoutes Blaise Boula, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils ont tout en eux. Et alors, quand tu écoutes mon jeune frère ici, qui a fait El Paris, qui a fait Wenge El Paris, pourquoi j'oublie son nom, c'est pas possible. Le roi soleil, comme on l'appelle, Montayav. Donc, c'est formidable. C'est aussi formidable. Alors, c'est à partir de là, c'est d'ailleurs un Kokota, même dans cette même, la même journée, il a commencé à dire Nana Lokima Kamuchimbalan. Quand ils sont partis, alors ils ont immortalisé ça par livre, par leur, même déjà dans les lives qu'ils étaient en train de faire en Belgique, ils commençaient déjà à dire Nana Lokima Kamuchimbalan, Nana Lokima Kam. J'ai trouvé ça formidable. Et je ne saurais jamais les remercier. Bon, s'ils ont pu trouver que j'avais apporté quelque chose aussi dans leur vie professionnelle. C'est comme ça, quand ils sont arrivés, je dis, je prends le premier concert et j'ai pris 10 chambres à l'hôtel Intercontinental pour les loger. Donc, j'avais 10 chambres où je ai mis, vous restez là, vous répétez là, vous mangez là, jusqu'à ce que vous me donnez le premier concert. Et c'est ces concerts qu'ils m'ont donné et ils ont continué à chanter comme ça. Voilà. Vraiment, laisse-moi dire que c'est vraiment extraordinaire comme histoire. Ça nous rappelle de beaucoup de choses du Zaïre à l'époque et surtout de tout ce que vous avez fait comme un promoteur de la culture. Là, il faut l'avouer. Et avant que je passe, je suis toujours au soif de revoir quelqu'un qui peut récupérer Bokecho, faire de Bokecho encore une fois de plus cet artiste unique. Sa musique était unique, il faut l'avouer. Et il s'était démarqué de tout le monde. Et voilà que vous vivez tous en Europe, Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga. Comment pouvez-vous récupérer ces grands artistes qui reviennent vraiment dans son talent? Je pense que le souci de Bokecho est aussi celui de voir son pays. Ça, c'est connu, mais sa contribution dans la musique, ça fera de lui plus grand qu'en politique, ou bien parler politique, je voulais dire. Je pense que c'est un artiste. C'est pas un politicien. Comme je viens de le dire. Il est dans la politique, mais il n'est pas politicien. Mais il s'est fait politicien, il faut le reconnaître. À un certain moment, il dit, si votre président, je pourrais aussi être ministre, ce sont des ambitions déjà. Il le dit souvent. Oui, bon, il y a entre dire et faire aussi. Vous savez que chacun doit avoir des ambitions aussi. Hein. Donc on ne peut pas, pourquoi pas, on peut toujours avoir des ambitions parce qu'être ministre, c'est pas ça le grand problème, mais c'est lorsqu'on est entouré de bons conseillers, je pense qu'on peut toujours arriver à matérialiser sa vision.
Mais j'estime pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est un artiste excellent. Je le dis pas parce que c'est l'oncle de mes enfants, hein, c'est du côté Mongo, non. Mais c'est un artiste excellent. Donc cela justifie ma demande de récupérer qui reviennent dans la culture que dans la politique. Ce n'est pas exclu. Donc nous disons que le Congo appartient à tout le monde et chacun de nous peut chercher à contribuer de sa manière, tout en ne pas oublier d'où on est vraiment capable de faire mieux que dans la politique. Ok, Monsieur Chimbalanga, j'aimerais qu'on continue puisque nous avons vraiment une très grande matière à décortiquer. En tout cas, merci beaucoup de faire recours à ces grands musiciens de l'époque qui, dans la plupart d'entre eux, évoluent tant bien que mal, mais ils ont fait la pluie et le bon temps en ce moment-là. Là, il faut les reconnaître. Je voulais savoir si vous avez quelque chose à ajouter sur vous-même, puisqu'il y a des gens qui vous ont connu comme promoteur de la musique, vous avez parlé longuement sur ça. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter là-dessus, sur vous-même? Vous êtes écrivain, vous êtes auteur de livres aussi. Bon, je ne me considère pas tellement comme écrivain, je me considère plutôt comme essayiste. Ok. C'est-à-dire qu'il est important que nous puissions léguer aux générations futures les repères. Et j'ai trouvé que pour laisser les repères, il faut justement les ramener dans un livre qui permettra que demain, dans 50 ans, 100 ans, qu'on puisse arriver à savoir d'où nous venons, où nous sommes, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire. Là, je suis en train de finir un autre livre, je ne vais pas vous donner le titre maintenant, mais je pense que je vous le passerai à partir de moi et pas ça. Il finira sûrement au mois de mars, il sera déjà fini à l'édition L'Harmattan où j'ai l'habitude de pouvoir publier. Alors pour revenir à ce que vous avez dit, je pense que non, je pas grand-chose. En fait, je ne sais pas parler de moi. C'est pas que j'ai honte, mais c'est vrai que j'ai un peu de réserve et qu'on parle mal de soi-même. Et je vous remercie pour ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit était correct. C'est pourquoi j'ai dit ici que vous avez un portrait très riche et respectable. Là, il faut le reconnaître. Vous avez laissé l'emprunt dans la culture congolaise. Alors là, on avance, puisque vous êtes maintenant président en exercice de la convergence pour l'émergence du Congo. Pourquoi avez-vous créé encore ces systèmes ou cet organisme? Bon, d'abord, la Convergence pour l'émergence du Congo est une plateforme qui a été créée, donc il y a quand même plusieurs associations là-dedans, pour arriver à défendre le Congo et les Congolais. Et bon, je ne vais pas m'étaler un peu très loin, donc nous avons quand même deux événements qui ont été très remarqués. C'était notamment la francophonie. Et il y a eu des élections que nous avons tous connues qui, dans tous les rapports présentés, qui avaient des violations graves des droits de l'homme avant, pendant et après les élections. Et nous ne comprenions pas comment est-ce que la francophonie, qui était une organisation internationale qui prend des valeurs, puisse arriver à violer ses propres textes normatifs pour aller asseoir son sommet en République démocratique du Congo en 2012. Et nous avons pensé justement que c'est une volonté délibérée de pouvoir entériner ce pouvoir que nous décrions tous. Et nous avons saisi les tribunaux. Et c'était très dur. Pour moi, j'ai passé des nuits et 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 des nuits en train de pleurer, chercher comment est-ce que je pouvais arriver à saisir le tribunal. Parce que pour saisir le tribunal, il faut que ce soit une personne morale ou une personne physique. Et toutes les démarches qui ont été faites auprès de cet organisme international pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme statut, jamais, ils m'ont fermé la porte, ils m'ont fait balancer, ils m'ont fait, carrément, j'étais devenu la balle de ping-pong, quoi. Donc, aller voir, ils n'avaient même pas, comment on appelle, un conseiller juridique. Le conseiller juridique m'envoie chez le conseiller administratif. Et moi, j'étais en train de pleurer. Chaque fois que je pleurais, je sortais de là. Tu sais, on ne peut pas jouer avec mon pays comme ça.
Ça, c'est à part. Donc ça, c'est pour essayer de parler un peu ce que la convergence pour l'émergence du Congo fait, notamment ce qui a encore été beaucoup plus mis en exergue, c'était lorsque nous sommes partis au tribunal contre le préfet de Paris. Parce que nous estimions que le concert de mon frère JB allait créer des morts. Donc, KMB, je t'ai dit que ça allait créer des morts entre Congolais. Et les gens me disent, mais comment, c'est quand même tes petits à toi, c'est toi. Oui, moi j'estime de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de JB. Les gens étaient de mauvaise foi. Je dis bien de mauvaise foi. Et ils étaient prêts à tout. Juste pour, comme ils ont fait, hein, comme ils ont brûlé vous avez vu, ils ont brûlé la gare de Lyon. Ils étaient capables même de la battre de loin. Tout simplement parce qu'effectivement, c'était pas une période où JB devait venir jouer. Nous étions tous un peu sous la colère de ce qui s'est passé comme injustice, notamment au niveau des élections. Mais d'un côté, je ne pouvais pas permettre que les Congolais, entre eux, puissent arriver à couler encore le sang alors que nous pleurons déjà et le sang surtout, qui coule dans notre... couler le sang à l'extérieur, bien qu'il y en a assez qui a coulé à l'intérieur. L'image, je parle de l'image qui allait rester. Les Congolais sont traitus dans un autre pays pour leur pays. Je ne pouvais pas permettre. Tout à fait. Et comme nous étions une institution qui ramène, qui converge, nous convergeons tous, c'est-à-dire même dans la diversité d'idées, mais nous devons être tous ensemble pour arriver à émerger notre pays. Nous n'avons pas tous la même culture, nous n'avons pas tous le même background, nous n'avons pas tous les mêmes connaissances, mais nous parlons tous de notre pays. Alors, ce moment-là était un moment où on ne pouvait pas encore permettre, avec tout ce que nous avons déjà comme problème dans notre pays, voire encore qu'on s'entretue. Je dis bien, donc, KMB, c'est-à-dire que il y allait avoir des morts. Moi, j'ai vu. J'étais, une fois, je suis parti voir mes frères, comment ils étaient en train d'organiser. Ce qu'ils avaient comme truc, c'était dangereux. Dangereux. Et comme toutes les démarches ont été faites pour qu'on puisse annuler, on n'a pas dit, OK, j'assigne le procès au tribunal. Tout à fait. Et voilà, 2 jours avant le concert, on a annulé le concert. Alors c'était quand même, pour moi, c'était la joie de ne pas voir nos frères se battre. Parce que JB reste une de nos vedettes que nous dansons. Vous allez peut-être par des haines qui ne se justifient pas tuer votre frère pour rien. Donc il fallait faire ce truc-là pour pouvoir essayer de nous séparer sans qu'il y ait heurte. Voilà une des actions de la convergence pour l'émergence du Congo. Exact. C'est très, très, très intéressant et très, très important pour le Congo. Alors, je voudrais vous demander qu'on revienne maintenant au vif du sujet. La culture congolaise est riche et diversifiée. Elle peut être un élément de promotion du pays à l'international comme à l'interne, comme vous l'avez fait pendant votre moment. À votre avis, pourquoi ce domaine fascinant qui doit en principe être valorisé, mis de l'avant, a toujours été abandonné par les gouvernants et même négligé par les animateurs du monde culturel? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, j'ai suivi votre introduction où vous avez parlé de la culture, vous avez parlé même qu'il se présente comme un ministère le plus pauvre du gouvernement. Donc, on peut parler, vous avez parlé de 1%. Et on le met dans le même ordre que certaines aussi, comme on néglige aussi la santé, on néglige aussi l'éducation. Et j'ai toujours dit que la culture, le ministère de la culture est un des très grands ministères du gouvernement. Parce que souvent quand on dit, voilà, on nomme tel ministère de la culture, on se moque de lui, peut-être par rapport à ce qu'on lui attribue comme budget, mais l'importance de ce ministère, c'est celui-là qu'on devait arriver à calculer
pour savoir que ce ministère prépare demain des valeurs qui peuvent défendre la nation, défendre la patrie. Là, vous me parlez, permettez-moi que je puisse d'abord parler de la culture d'une manière assez globale. Et celle que vous me présentez, elle est celle qui est connue. À votre introduction, vous avez même parlé de la richesse que nous avons. Mais celle que nous devons aussi inculquer, là, vous ne l'avez peut-être pas souligné, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir en discuter ici. La culture comme la pauvreté, on n'a pas une définition unanime parce qu'elle est vaste et complexe, pluridimensionnelle. Comme la pauvreté peut se trouver chez une personne, dans une famille, dans une communauté, dans un pays, comme la pauvreté, elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut avoir la forme de la culture de danse, elle peut avoir celle de la culture de musique folklorique ou moderne. Elle peut aussi être celle qu'on arrive à intérioriser à quelqu'un pour qu'il puisse demain l'exprimer. Dans ces cas, je ne voudrais pas prendre plusieurs volets. J'estime qu'il faudrait un nouveau management du ministère de la Culture pour arriver, première phrase, préparer les Congolais de demain à des valeurs patriotiques et républicaines. C'est-à-dire que ces valeurs doivent être inculquées dans un cadre idéal qui est l'école. Voilà pourquoi je parle d'une collaboration en bonne intelligence avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir mettre un nouveau programme de l'éducation nationale qui préparera les Congolais dans les 5, 10, 15 ans à venir, à savoir défendre, parler et protéger les valeurs de son pays. Regarde un peu ce que nous avons. Je parlerai de l'aspect simpliste de la culture après. Je prends d'abord le premier volet, qui est de l'homme, qui est la première culture qu'il faut arriver à nourrir, arriver à lui inculquer des semences appropriées auxquelles demain il peut arriver à défendre, protéger et développer son pays. Je voulais juste parler un exemple dans les débats. Lorsqu'on fait des débats, vous remarquez que la plupart d'entre nous, nous sommes vêtus donc à aimer, dans un sujet. Un sujet où vous laissez les gens débattre. En fait, on débat pour un pays, pour notre pays à nous deux. C'est-à-dire nous ne sommes pas d'abord au départ des ennemis. On peut avoir de la diversité d'idées, mais nous pouvons savoir aussi l'exprimer sans passion, sans inimitié, sans animosité. Or, dans la plupart des temps, quand on n'est pas d'accord, nous avons l'impression que l'autre est notre ennemi. Et du coup, au lieu de répondre au débat, au sujet, au lieu de le cerner, le comprendre pour arriver maintenant à pouvoir donner aussi de ce qu'on a, parce qu'il faudrait aussi reconnaître un moment lorsqu'on n'a plus, il faut accepter que l'autre continue. Mais du coup, tu entendais, fanatique. Ça, c'est le refuge des gens qui n'ont plus d'idées. Alors, il va trouver autre chose pour arriver maintenant à te faire du mal avec des mots méchants. Or, ces mots méchants, si ça pouvait arriver à apporter la paix, si ça pouvait arriver à développer notre pays, je pense que nous tous, on serait méchants, on commencerait à insulter. Moi, chaque fois, pourquoi les gens me demandent sur les réseaux sociaux, mais pourquoi tu t'énerves pas quand les gens... Moi, je m'attendais. Expliquez-moi pourquoi je dois m'énerver. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. S'il n'a rien, il te donne ce qu'il a, le rien. Alors, pourquoi tu dois t'énerver? C'est ça. Toi, donne ce que tu peux donner. Même sur le champ, s'il n'arrive pas à t'entendre, et quand tu rentreras à la maison, il y aura que ça va peut-être filtrer un tout petit peu. Et ça pourra toujours améliorer les choses. Et j'ai vu dans la plupart des débats que j'ai eu, même des gens à la fin qui disent, même en inbox, ils disent, mon frère, tu as raison. Tu as raison. Ça fait partie de l'amour, le prochain d'abord. Ça fait partie de l'amour de la patrie. Ça fait partie de l'amour d'entre nous, parce que personne n'a la connaissance infuse. Donc, voilà pourquoi je parle de ce volet que je ne veux pas m'attarder longtemps, le volet du Congolais de demain, que nous devons préparer pour que dans les 5, 10, 15, 20 ans,
nous ayons des gens qui sauront parler de la nation, des gens intègres, des gens qui connaîtront les valeurs de la patrie, des gens qui sauront respecter la res publica. Voilà, ces gens-là, ce sont des sémences, ça s'acquiert. C'est pas comme ça par hasard, on dit, oh, mais oh, patriote. Non. Non, il faut qu'on te donne des sémences de la patrie pour que tu arrives à valoriser. Toi, tu es aux États-Unis. I have American education, let me tell you. Même à partir de kindergarten, on vous apprend USA First. Nous ne connaissons pas ça. Même l'hymne national. Pas seulement aux États-Unis, Monsieur Jean-Louis, j'ai vécu en Zambie. En Zambie, dès l'école maternelle, on les apprend aussi One Zambia, One Nation. Donc, c'est-à-dire ces enfants-là, ils ont cette notion-là qui note la Zambie comme patrie et ils doivent la défendre dès l'école primaire. Donc, les enfants ont cette notion-là de la valeur de leur pays. Mais chez nous, quelqu'un qui tombe dans parce qu'un individu, c'est ça un pays. Un militaire qui danse, Talambokoyo. Est-ce que vraiment nous avons cette culture-là de valoriser notre pays, Monsieur Jean-Louis? C'est-à-dire que si nous en manquons, il faut justement la créer, cette culture. Vous voyez que nous revenons à ce que vous êtes en train de dire, un nouveau management du ministère de la Culture et des Arts. Exact. Quand on parle de la culture, nous ne devons pas la sous-estimer, rien que je n'ai pas sous-estimé. Je voulais dire, ne voir que l'art et la musique. Non, il faut qu'on voie d'abord l'homme qui est la première culture. Exact. Et c'est là où je parle que le ministère de la Culture peut jouer un grand rôle. D'abord sur l'éducation de la masse aussi, à travers les médias, et pourquoi pas concocter aussi ce qu'on appelle des formations au sein de l'école, dès la base scolaire, permettre des gens de débat. Je peux dire aujourd'hui, écoute, donc Camillo, bon, toi tu dis je suis un non-violent, ok, mais here, you're gonna be violent, defend the violence. Toi tu vas, you're non-violent. Vous devez commencer le débat. Et ce sont ces exercices-là qui sont importants dès la base scolaire. Et les enfants grandissent avec cette connaissance du débat. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas ces connaissances des débats. À partir de « Fanakwit », bon, ce sont des mots qu'il apprend aussi, qu'il ramasse par-ci, par-là. Tu ne peux pas l'en vouloir. Tu ne peux pas l'en vouloir parce qu'il te donne ce qu'il a. C'est-à-dire, nous venons au monde d'abord, vide, mais avec une prédisposition de pouvoir développer. Mais il faut que nous puissions manger la culture appropriée. Et c'est là où maintenant, je te rejoins quand tu dis que c'est tout ce qu'une personne peut arriver à donner comme valeur. Donc, on a ces valeurs-là, qui peuvent être des valeurs des sociétés, qui peuvent être aussi des valeurs de l'expression pour pouvoir protéger sa patrie. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, le deuxième aspect de la culture, pour vous rejoindre, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle politique qui permet à ce que notre musique aimée, personne ne mettra en doute que le Congo, c'est le pays de l'art d'Orphée. Mais comment cette musique ne peut pas arriver à ramener de l'argent dans les trésors publics? Il faut une politique appropriée. Il est temps qu'on puisse mettre... Nous allons revenir sur ce point, M. Chimbalanga. Nous allons revenir sur les dimensions de la culture musicale et artistique en général. Nous allons revenir là-dessus. Je voudrais un peu avancer avec quelques questions très importantes. Donc, d'après vous, que faut-il réellement faire pour que la culture soit prise en compte comme un élément promotionnel et vital de la République démocratique du Congo? Il faut mettre en place une politique appropriée. Une politique appropriée où maintenant le gouvernement doit aussi s'investir pour arriver à donner, comment on appelle, la valeur extérieure et intérieure. D'abord de la musique et des musiciens. Un encadrement approprié où un musicien doit se sentir aussi aimé, soutenu dans notre pays. Or, dans la plupart des cas,
On a l'impression que les musiciens alors que la bande, il y a un des bobines, n'importe quoi. Mais comment arriver à faire pour que cet artiste-là, qui a l'œuvre d'esprit, qui arrive à donner la gaieté et à la nation et à l'international, comment arriver à le protéger? Comment arriver à le donner certaines valeurs intrinsèques dans lesquelles on peut aussi compter avec lui sur le développement du pays? C'est toute une politique qu'il faut mettre en place, que je ne vous dirai pas ici, mais qu'il faut arriver à développer. Tout à fait. Et on verra que cette musique-là, à l'instar de reggae, qui est le troisième pourvoyeur des fonds, trésor public, à l'instar de R&B, qui rapporte des milliards pour les États-Unis, leur rumba congolaise va aussi rapporter de l'argent dans les trésors publics. Et on peut compter aussi avec pour arriver à gonfler les caisses de l'État. Tout à fait, parce que beaucoup de gens se sont fait de l'argent en Afrique avec la musique congolaise. Hein. Donc, Oui. dans tous les pays d'Afrique où j'ai visité, donc c'était la musique congolaise avant tout, et ça se faisait presque gratuitement, et pourtant ils devaient payer les droits d'auteur et consorts. Alors, je Mais continue. les coupés décalés et les autres là, ce sont des Congolais en fait qui ont commencé ça, Tout à fait. qui sont partis là-bas. Mais comme il n'y a personne pour pouvoir les protéger, comme il n'y a personne pour pouvoir les valoriser, comme il n'y a personne pour pouvoir les encadrer, pourquoi? Parce que le ministère de la Culture ne fait pas son travail. Quand on est là, c'est toujours un plaisir de voir un ministre qui boye bon. Mais non, chaque langue aujourd'hui, c'est un grand nom en France. Lorsqu'on parle de chaque langue, c'est le ministère de la Culture qui est arrivé à valoriser, et aujourd'hui au monde, il a laissé une touche, ce qu'on appelle la fête de la musique. Donc il faut arriver à donner ce cachet-là. Nous pouvons aussi par nous-mêmes créer des moyens et une politique appropriée qui fera que le musicien se sentira protégé, se sentira valorisé, se sentira regardé dans son pays et à l'extérieur. C'est toute une Par politique. ricochet, ils vont valoriser aussi le pays. Donc, pas seulement eux, mais ce sera vice-versa. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de Kofi Olomide, je donne l'exemple de Kofi Olomide dans le monde, parce que il faut reconnaître quand même que c'est notre ambassadeur, ok, dans la musique. Lorsqu'on parle de Kofi Olomide, mais tout le monde a envie de venir au Congo. Tout à fait. Excusez-moi. Lorsqu'on parle de Wenge, que ce soit JB, que ce soit Papa Wemba, mais c'est-à-dire que lorsqu'on fait ça, on dit, allons au Congo. Tout à fait. Et là, je ne vais pas entrer dans d'autres partis politiques, dans les aspects politiques, mais d'abord dans les aspects culturels, musicaux. Personne au Congo, personne en Afrique, on est nouveau. Tu iras partout dans toutes les fêtes des Africains. Leur joie, c'est quand on met de la musique congolaise. Or, nous sommes très chauvins. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi chez nous. Bon, même si c'est pas bien, ben voilà. Nous nous aimons nous-mêmes et nous aimons notre musique. Et nous pouvons nous plaire qu'avec notre propre musique. Mais qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire pour que cette musique rapporte aussi de l'argent? C'est toute une politique. Toute une grande question. Alors, la culture congolaise est un immense chantier, comme vous venez de l'expliquer là-bas. À vrai dire, quelles sont de nos jours les priorités pour que celle-ci puisse avoir de la valeur qui manque? Il y a vraiment beaucoup de gens qui méritent d'être encadrés. Au lieu de dire qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a des talents sur place qu'on peut encadrer et créer un principe, une industrie. Prenons le groupe théâtral au Nigeria. Mais c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent actuellement. Ces gens-là n'ont pas besoin de trouver un emploi quelque part, mais ce qu'ils font, ça amène beaucoup d'argent. Ici aux États-Unis, on parle de African Movie, donc c'est-à-dire Nigerian Movie. Donc, tout le monde veut ça. Et c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent pour le Nigeria. Et aujourd'hui, le Nigeria occupe une bonne place dans le domaine du développement en Afrique. Pourquoi cela ne peut pas se faire chez nous, monsieur Jean-Louis? Non, on ne peut pas dire que pourquoi cela ne peut pas se faire. À un moment, Mobutu avait lancé le théâtre. Moi, je suis de la génération de ceux qui ont vu Mundele Ndombe. C'est-à-dire que le théâtre doit aussi avoir ce qu'on appelle l'aspect éducatif. Et quand on regardait, on allait voir
des gens comme Ndelendombe avec Zondo et les autres. À un moment, nous avions même des trucs qui étaient des scéniques, hein, des petits trucs comme des Takinga, Zonga. C'était des messages, en fait. Ça permettait à aller au-delà. Mais pour revenir un peu à ce que vous avez parlé tout à l'heure sur le folklore aussi et les autres, on ne doit pas négliger. J'ai, dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel, qui est un programme des Nations Unies, j'ai eu à mettre en place un programme qu'on appelait Shogen. Shogen était un programme qui permettait l'intégration des Congolais. Comme tu es là, mon frère, tu es Congolais fier, mais tu ne connais pas les Congos et les Congolais. Et ce programme, c'était tous les dimanches à l'hôtel intercontinental et transmis aussi à la Télé Zaïre à l'époque, permettait que ceux qui venaient apprenaient à découvrir réellement qui était l'autre, qui est son frère en fait. Par les danses et par la gastronomie. Alors, je permettais aussi l'occasion à ce qu'on pose des questions. Et ça, c'était dans le cadre de la décennie mondiale de développement culturel, où j'ai travaillé en collaboration avec la Commission nationale pour l'UNESCO et soutenu par l'UNESCO. J'ai oublié tout à l'heure pour l'aspect culture du Congolais. J'ai eu à travailler aussi avec le PNUD dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté qui était un programme international aussi, mondial. Mais moi, je me suis intéressé à la pauvreté culturelle. Et j'ai eu à mener une étude évaluative sur le taux, l'état et la forme de la pauvreté dans 450 écoles de Kinshasa et 50 écoles du Bas-Congo. Et les résultats que j'ai obtenus ont permis que je puisse faire ma première conférence. Dans l'apothéose, j'ai eu l'Union de la presse congolaise qui a organisé aussi cette conférence où j'ai eu à faire devant un grand nombre de personnalités quand même médiatiques et de la société civile où j'ai présenté ce programme. Et une chose que j'ai toujours appréciée, c'est que c'était avec le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, c'était Timothée Moleka. Lorsque j'ai fait mon allocution, je dis non, après l'allocation de M. Chimbalanga, je ne peux pas lire ce que j'ai produit. Il a improvisé quelque chose, il a improvisé d'une manière formidable. Donc ça, c'était pour dire avec les instances internationales que j'ai eu à travailler les deux aspects des cultures. Alors, pour revenir, c'est-à-dire que nous devons aussi valoriser. Et il n'y a pas que ça. Il y a le théâtre. Donner le goût au théâtre. Le théâtre, c'est quelque chose. Vous voyez que les gens qui font du théâtre, là où tu es aux États-Unis, que ce soit ici où je suis en Europe, mais c'est des grandes valeurs. Et vous verrez que tout le monde, même quand on est des politiciens, quelque part, on veut passer par le théâtre. D'abord, ça libère. Le théâtre libère le taciturne. Le théâtre libère la parole. Le théâtre libère la pensée. Le théâtre met à l'aise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait même arriver à institutionnaliser au sein des écoles pour que les enfants aient cette facilité de pouvoir communiquer et échanger. Le théâtre. C'est aussi un programme du ministère de la Culture. Il y a des gens, comme vous avez parlé, bon, maintenant, dans ce genre de théâtre que vous avez dit qu'on fait dans le truc, ça permet d'abord, nous qui sommes à l'extérieur, ça nous permet toujours de pouvoir avoir en fait, dans notre nostalgie, on voit quand même des choses qui se passent. On pense justement à notre culture, mais on peut aussi arriver à l'améliorer pour qu'elle soit quand même éducative. Parce que je reste encore sous l'aspect éducatif pour que nous puissions arriver aussi à donner nos enfants qui regarderont cela. Après, maintenant, il peut y avoir d'autres aussi qui seront faits d'une manière très industrielle pour pouvoir vendre partout, comme vous dites, African movies, ainsi de suite. Il y a lieu de pouvoir faciliter aussi ces genres. La RTNC, si vous allez, il y a beaucoup de plateaux. On peut arriver, ces plateaux-là, donner aussi l'occasion à ceux-là, ces gens-là, et arriver à rentabiliser les DVD qui seront faits, notamment comme les
les Nigériens le font, ça peut toujours rapporter de l'argent dans les trésors publics. Et ça peut rapporter beaucoup d'argent dans les trésors publics. Donc, il y a tellement de choses à faire, mais dans tout ce qu'on aura à faire, et je reviens toujours sur l'aspect de la base scolaire aussi. Apprendre. Les autres, je parlais par exemple sur l'aspect de l'éducation. Il y a l'éducation de la masse, qui sera quand même sur les canaux médiatiques, mais il y a l'homme, l'enfant, qu'il faudra arriver à donner aussi des nourritures spécifiques pour que demain, il parle nation Congo. Ça, c'est des trucs comme ça qui font partie aussi de ce que vous avez comme souci sur la culture. Exact. Alors, puisque nous parlons de la valorisation de la culture congolaise, puisque vous avez parlé de l'aspect d'abord de la formation, que ça doit commencer dès l'école primaire, est-ce que maintenant il y a des états-majors maintenant pour vraiment bâtir une vraie politique culturelle en RDC? Est-ce que faut-il vraiment qu'il y ait des états-majors? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut réfléchir toujours en groupe. On ne peut pas rester seul, dire non, moi j'ai la connaissance, ça suffit. Non. Les états-majors sont très importants pour pouvoir réfléchir avec eux. Les états-majors de chaque domaine, hein, dans les cultures, on peut même arriver à faire des séminaires avec des ateliers pour pouvoir essayer de réfléchir ensemble et sortir un peu de cette situation dans laquelle nous présentons la culture. La culture aujourd'hui est présentée comme la figure des parents pauvres du gouvernement. Or, la culture est même la base, c'est qu'on doit préparer les Congolais de demain, dont les états-majors sont très importants. Exactement. Si ces états-majors sont très importants, comment considérez-vous les animateurs de la société culturelle? Quelle place, selon vous, occupent-ils dans votre conception de la culture au Congo? Mais ils jouent un rôle très important parce que s'ils ne sont pas là, comment voulez-vous véhiculer justement ce que vous avez comme projet sur la culture? Vous avez besoin de ces opérateurs économiques, culturels. Et c'est sûr même, sans eux, je ne vois même pas l'importance du ministère de la Culture. Parce que quand on parle des opérateurs culturels, c'est dans plusieurs domaines. Et quand vous avez parlé des états-majors, on peut aussi faire des états-majors sur l'éducation culturelle, les états-majors sur la musique, on peut faire plusieurs états-majors et puis arriver à synthétiser et à sortir ce qu'on appelle la politique appropriée pour que demain les Congolais puissent arriver aussi à bénéficier de sa culture. Alors, puisque vous avez mentionné plusieurs fois le ministère de la Culture, c'est-à-dire du point de vue gouvernemental, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la culture un des grands axes de la politique gouvernementale que doit impérativement piloter le Premier ministre Michel Sama-Lukonde Kyenge. À votre avis, monsieur Jean-Louis, comment avez-vous personnellement reçu cette nouvelle et accueilli cette vision salutaire du chef de l'État? Vous l'avez dit, salutaire. Vous venez de le dire, salutaire. Oui. Donc, c'est qu'il a compris, au fait, qu'il faudrait préparer, parce qu'il n'est pas resté sur le seul aspect de la culture qui a trait à l'identité culturelle d'un peuple. Il est allé au-delà, c'est-à-dire que la culture qui prépare le Congolais de demain à un changement de mentalité. Ça, c'est le culte. Donc, s'il faut, ce qu'il a fait, c'est pour préparer un nouveau type de citoyen. Ça, c'est le culte. Comme je vous ai dit dès le début, donc nous devons apporter des semences appropriées pour qu'il y ait changement. Le changement se fait aussi pour certaines personnes de notre âge, par la voie des médias, mais il faudrait apporter surtout dès la base scolaire celui-là qui demain défendra notre pays. Nous parlons dans notre... ça c'est encore une culture que je voudrais arriver à parler, c'est que l'hymne national, est-ce que nous la comprenons cette hymne-là? Est-ce que lorsque nous chantons, nous intériorisons? Est-ce que nous comprenons la portée de chaque mot qui a été écrit? Et j'ai l'impression en fait que Dieu nous a donné dans cette hymne-là le projet de société. Et même, comme je suis chrétien,
Je me réfère souvent au 1er Corinthiens chapitre 12, verset 7, lorsqu'on parle que tout ce que vous recevez est pour l'utilité commune. Qui parle de commune parle de la communauté. Et qu'est-ce que nous devons donner à cette communauté? C'est ça les valeurs que le président de la République veut dire. Je veux dire que son passage doit être celui qui laisse des structures qui permettront que de génération en génération, on puisse apprendre nos enfants à défendre, à protéger et à développer notre pays et à le présenter d'une manière positive sur la scène internationale. C'est ça la culture républicaine, c'est ça la culture de la nouvelle citoyenneté que le président de la République a envie de parler, de l'homme congolais. Exactement. Ils sont changement. C'est un processus. C'est pas comme on dit, parce que j'entends les autres, je suis parti à Kinshasa, je vais faire rire un tout petit peu. Une maman qui vendait carrément en pleine route. On vient et ça c'est tout en haut. Donc, vous voyez que, il faut pas se fâcher contre elle. Pour elle, l'état de droit, c'est qu'elle peut même violer la loi sans savoir qu'elle est en train de la violer. C'est parce que personne ne lui a dit ça avant. On lui a appris peut-être que il faut avoir ton frère qui est négociateur général, excellence, là, tu te sens fort. Or, ici, nous sommes arrivés à faire voir dans cette culture aussi les valeurs du droit de la République, les valeurs de la République, les valeurs de respect de la République. Tout ça sont des valeurs culturelles qu'on inculque et qui restent. Exactement. C'est pour ça que je reviens avec ce que vous avez dit au début. C'est ce qu'on vous donne. Il reste. Parce que chaque fois que vous voudrez faire, en vous, vous serez face à ce que vous vous a enseigné à l'école. J'ai non, ici, je reste enfreindre la loi. Et il y a ce qu'on appelle les règles objectives et les règles subjectives. Donc après, maintenant, c'est à toi de te mettre face des règles pour savoir lesquelles tu dois utiliser, parce que dans les règles objectives, tu ne peux pas violer. Dans le subjectif, tu peux te permettre, mais avec des conséquences qui sont les tiennes. Voilà, tout ça, ce sont des valeurs culturelles. Et c'est ça que le président de la République a envie de dire. Que dans son passage, il faut qu'il laisse les structures fortes, viables et fiables auxquelles l'enfant congolais demain arrivera à s'exprimer. C'est pour ça, dans l'hymne national, on parle et nous léguerons à notre postérité. Mais qu'est-ce que nous allons léguer? Voilà le premier Corinthiens, chapitre 12, verset 7, entre. Donner de ce que nous avons. Mais qu'est-ce que nous avons? Il faut d'abord que nous l'ayons pour pouvoir donner. Tout à fait. Maintenant, une très petite question pour élaborer exactement ce que vous avez dit là. Selon vous, que peut être la politique culturelle de la République démocratique du Congo? Sur quoi doit-elle effectivement se reposer et pourquoi? Je pense que nous avons effleuré un peu cette question. La politique culturelle doit se reposer sur l'homme congolais. Sur l'homme congolais qui est justement celui qui exprime ce qu'il a reçu comme culture. Et nous avons, tout au long de notre conversation, j'ai donné deux aspects. L'aspect de l'être humain, le congolais, et l'aspect d'une nouvelle politique aussi pour arriver à donner de la valeur à notre musique au monde extérieur et que cette musique puisse rapporter de l'argent dans les trésors publics. Donc il n'y a que ces deux aspects en ce moment auxquels nous pouvons nous pencher. Alors nous tendons lentement sûrement vers la fin, mais revenons d'abord à l'aspect économique et de la valeur de la contribution de la culture au pays et au gouvernement. Pensez-vous que la culture peut être un des moteurs dynamiques économiques du pays, au même titre que l'agriculture ou les mines, l'énergie ou l'industrie? Et si cela est vrai, pour quelle raison? Mais d'abord, arriver à savoir, économiquement parlant, un enfant qui a été éduqué aux valeurs de la République et aux valeurs de l'industrialisation, qu'est-ce qu'il fera après? Il va mettre en exergue ce qu'il a appris. Ce qu'il a appris, qu'il garde en lui, c'est quoi? C'est une culture.
C'est-à-dire la culture, souvent nous la limitons rien que sur la musique, mais votre introduction était déjà très, très riche. C'est ce que la personne intériorise et garde et qui exprime. Mais il exprime quoi? C'est qu'on lui a donné. Comme je l'ai dit, tout être humain vient vide au monde, comme un terrain vide. Il faut apporter des semences appropriées pour que demain on puisse dire ça c'est un champ de manioc, ça c'est un champ de maïs. Il ne peut pas te produire autre chose que ce que tu as mis. Or, lorsqu'on a mis dans nos enfants, dès la base scolaire, des valeurs qui leur permettront demain de connaître leur pays, et chacun dans un domaine spécifique, on lui donnera une culture appropriée pour qu'il arrive demain à pouvoir m'agréer. Et on lui dira sur les valeurs de la nation que la probité morale est très importante. Et cet enfant aura ce qu'on appelle la culture du respect républicain. C'est-à-dire que tu sais qu'un arbre est en ripoda, je sais pas quel âge tu as, mais moi je suis de cet âge où je suis fils d'un militaire. C'est-à-dire, même un enfant qui prend un couteau, qui jouait à mon époque, où je suis un ancien des collèges Albert Ier, donc sur l'avenue qu'on appelle l'avenue de la justice, c'était l'avenue Valk. On te voit, même enfant, tu prends un couteau, tu joues avec l'arbre comme ça, on t'arrêtait. C'est-à-dire, on sait que cet arbre-là, c'est l'arbre de l'État. L'État, c'était nous tous. Tu ne peux pas te permettre à pouvoir. Ce sont des cultures, ce sont des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que le président de la République est en train de dire. Ce sont des valeurs intrinsèques que nous devons arriver à inculquer. Et ces enfants-là, demain, mon frère, donc KMB, te donnerait ce que tu leur as donné. Tu m'as parlé de la Zambie, je t'ai parlé des États-Unis, je peux te parler de la France. C'est-à-dire, on ne te parle pas de Katanga, de Kasaï, non. On te parle. C'est-à-dire, ce sont des valeurs. Chacun peut avoir à chez lui. On a des Bretons, on a tout ce que tu veux ici. Mais lorsqu'il parle de la nation, il parle de la nation française. Ce sont des valeurs que les enfants apprennent dès la base. Et nous sommes appelés, justement, à préparer ces structures fortes, fiables et viables que nous devons léguer aux générations futures. D'où, je dis toujours, il faut qu'on ne recite pas l'hymne national, mais il faut qu'on arrive à ressentir la force des mots qui sortent justement de cette hymne. Et ce sont celles-là des valeurs que nous devons comprendre, parce qu'on ne nous a pas souvent aidés à comprendre. Aujourd'hui, un enfant français, quand il lui parle l'amoureux de ses enfants, c'est toute une philosophie. Et à l'école, ils apprennent et ils comprennent la teneur de ces mots, la teneur de ces phrases. L'ensemble des mots, comment ils ont été utilisés, ont leur valeur intrinsèque. Et nous devons arriver, même nous-mêmes, nous chantons debout, congolais, unis par le soir. Mais tu demandes, est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Mais non, il récite. C'est ça. Mais c'est toute une richesse, donc, c'est toute une richesse que Dieu a donnée à ces gens-là qui sont arrivés à nous donner cette richesse dans cette émission. Ça fait partie de la culture. Exact. Voilà pourquoi j'ai parlé que le ministère de la Culture devrait, dans un programme qui peut arriver à élaborer, travailler en bonne intelligence avec le ministère de l'Éducation nationale pour avoir un nouveau programme de l'Éducation nationale qui préparera les Congolais de demain, qui sera défendre, protéger et développer son pays. Exact. Alors maintenant, pour faire ces liens-là avec le gouvernement, d'après votre conception de la politique culturelle de la République démocratique du Congo, que pourrait-il être le principe ou le profil de la personne politiquement chargée du gouvernement au secteur promotionnel du pays et également vital et de son économie? Je pense qu'il ne faudrait pas improviser. Il faudrait d'abord que ce soit une personne qui aime la culture, dans tout son aspect, dans les deux aspects que je viens de vous parler là. Il faudrait que ce soit une personne qui arrive à avoir un nouveau management. Parce que c'est tout un management de ministère, un nouveau management qui arrivera
à, à changer les donnes, à donner la valeur aux artistes. Quand je dis artistes, je ne parle pas spécialement de ceux, des artistes modernes, mais des folklores, que c'est nos richesses. Il faut arriver à les valoriser. Valoriser et changer ce qu'on appelle même la gastronomie. Arriver à donner ce qu'on appelle un accent sur nos arts. Notre art n'est pas importé. Or, moi je suis d'une famille où mes oncles étaient des peintres. Déjà vers des années, ils sont venus au Canada exposer. Et nous recherchons leurs expositions parce que ça vaut des millions aujourd'hui. Et peut-être qu'ils sont vendus par d'autres personnes sans que nous puissions savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une protection appropriée de notre art. Même la valorisation de nos artistes peintres et nos artistes sculpteurs. Ça, c'est le ministère de la Culture. Voilà comment je peux arriver. Disons, on ne finira jamais de parler de la culture parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans n'importe où, c'est une culture. Et la culture, c'est ce qu'on apporte à l'enfant. Et on l'oriente. Dans l'orientation, on arrive à voir ses facultés, ses capacités, en quoi on peut l'orienter. Et on arrive maintenant, à partir de cela, de soutenir, l'encadrer pour que demain, il puisse nous donner ce que nous attendons de lui. Évidemment. Ok, maintenant, une question pour revenir à ce que vous avez exposé avant sur la convergence. Au niveau de la convergence pour l'émergence du Congo, quelle politique culturelle pour la République démocratique du Congo compteriez-vous soumettre au chef de l'État et au Premier ministre si jamais l'occasion vous est présentée? Je pense que, en fait, nous avons presque brossé tout. C'est les deux aspects. Et c'est le nouveau management. C'est la prise en considération du Congolais de demain. C'est la valorisation de notre musique, notre culture musicale, ancestrale et gastronomique. Voilà les deux aspects, comment je peux les diviser. Le Congolais de demain et la valorisation de tout ce que nous avons dans le monde de culture musicale et traditionnelle. Voilà, alors j'ai ma dernière question. En quoi cette politique, axée sur les deux éléments que vous avez évoqués, donc en quoi cette politique culturelle est-elle véritablement fiable et viable? Que peut-elle apporter à l'État et à la nation en termes de dividendes politiques, économiques, sociaux et culturels? Mais c'est par rapport à l'échec, justement, et à la sous-estimation et à la déconsidération de ce ministère depuis des générations et des générations. Il faut maintenant lui donner un autre chapeau, lui faire habiller une autre veste, lui donner sa valeur, lui mettre en exergue et lui donner les moyens qu'il faut pour que elle puisse arriver, ce ministère puisse arriver à matérialiser sa politique. Alors, Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, nous voici pratiquement à la fin de l'émission. Si quelqu'un nous a suivis du début à la fin, qu'est-ce qu'il peut retenir de votre intervention aujourd'hui sur la thématique que nous avons dit, quelle politique culturelle pour la RDC? J'aimerais que ceux qui nous ont suivis retiennent deux choses, c'est-à-dire que nous ne devons plus sous-estimer ce ministère-là, parce qu'on a l'impression chaque fois qu'on envoie quelqu'un au ministère de la Culture, de dire « Ah, bah, ça y est, ministère de la Culture, bah, boakaye ». Non. Si demain nous voulons que nos enfants puissent arriver à défendre positivement notre pays sur la scène internationale, le ministère de la Culture a un grand rôle à jouer. Et les aspects sont ceux que nous avons évoqués ensemble. Je voudrais que ceux qui m'écoutent arrivent à comprendre que le ministère de la Culture ne doit pas rester spécialement, ne concerne pas spécialement rien que la musique, l'art et la gastronomie. Le ministère de la Culture concerne d'abord l'homme congolais. L'homme congolais, sur l'aspect général, et l'avenir du Congolais dès la base scolaire. Donc, qu'on puisse arriver à lui donner des sémences appropriées, des nouvelles sémences, c'est-à-dire qui sera
qui seront de nouvelles cultures. Parce que quand on parle de culture, c'est-à-dire qu'est-ce que tu cultives? Cultiver, culture. On le fait manger. Demain, nos enfants, même si Dieu nous prenait un jour, resteront mettre en pratique ce que nous leur avons légué, pour ce que nous léguons justement pour la postérité. C'est quoi? Ce sont des valeurs de la protection de la nation, des valeurs de la défense de la nation, la probité morale, le respect de la res publica. Tout ça, ce sont des valeurs culturelles qu'il faut arriver à inculquer aux Congolais de demain. Ce sont les deux aspects que je voudrais qu'on puisse retenir de notre conversation. En tout cas, Monsieur Chimbalanga, grand merci. Nous vous remercions pour le temps que vous avez vraiment daigné nous accorder. Plus d'une heure, c'est vraiment beaucoup en cette soirée. Et le week-end que vous devez aller vous reposer, mais vous avez accepté de travailler avec nous. Et nous croyons que notre rédaction ne manquera pas à revenir à vous, puisque nous sentons que vous êtes vraiment un homme qui possède la matière, un homme culturel, laquelle culture fait défaut au Congo aujourd'hui. Et nous recueillerons toujours à vous pour donner encore plus de matière à nos compatriotes. Merci et à la prochaine. Pour la nation, je serai toujours disponible pour vous. Okay. Merci, merci beaucoup.